d'être venu à cette 8e conversation autour. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la résidence de Philippe Simet à la Cité de l'Architecture et dans le contexte de la semaine des Designers Day. Elle est consacrée à l'enseignement de Laszlo Molinari au Bauhaus en Allemagne de 1923 à 1928 et à la New Bauhaus School de Chicago entre 1937 et 1946, et tout particulièrement, bien sûr, à sa vision du lien entre art, technologie et vie. La discussion de ce soir s'appuie sur le livre « Du matériau à l'architecture », à paraître en octobre, et traduit pour la première fois en français, présenté par Philippe Simet. Ce livre permet donc à Philippe de dialoguer avec Pierre-Damien Huyghe, philosophe également, qui s'intéresse particulièrement aux formes de croisement entre art et industrie. Je laisse la parole et le soin de présenter nos invités plus en détail à Eliza Dulgerova, maître de conférence en histoire de l'art à la Sorbonne. Et je vous souhaite une belle soirée. Merci Sandrine. Bonjour, bonsoir. Vous avez à ma droite Philippe Simet, historien, philosophe avant tout, de l'architecture. Donc Pierre-Damien Huyghe, aussi philosophe. Autour d'un livre à paraître qui s'appellera donc Du matériau à l'architecture de Laszlo Molinari, qui est paru en allemand en 1928. Ici, vous avez un facsimilé qui appartient à la bibliothèque. Et qui faisait partie, donc c'est un livre à la fois qui a une valeur historique, c'est une première traduction en français, qu'on a grâce à l'initiative précisément de Philippe Simet et de Stéphane Fusé-Séry, je pense, donc, qui vont aussi introduire l'ouvrage. C'est à la fois donc un document historique, un ouvrage qui a une valeur historique dans la mesure où il fait partie d'une quinzaine, en fait plus précisément de 14 ouvrages que le Bauhaus a édités. Et donc c'est le dernier, il est paru en 1928. Et avant ça, il y a des ouvrages, enfin, tu pourras en parler mieux que moi, mais de Paul Klee, de Gropius, etc. Donc des différents enseignants intervenants au Bauhaus. Et, ce livre a été très tôt, a eu très tôt un écho historique. Il a été traduit aux États-Unis dès 1930 pour la première fois. Et puis il a subi différentes éditions sous un titre un peu différent qui est donc The New Vision. Donc c'est pour dire que effectivement, cette parution prochaine aux éditions de la Villette du matériau à l'architecture a une valeur historique, mais elle a aussi une valeur d'actualité, puisque malgré la distance temporelle, ce livre nous pose des questions à nous aussi aujourd'hui, des questions donc sur l'architecture et sur le design, qui sont des sujets sur lesquels vous travaillez tous les deux. Et précisément sur l'expérience qu'on a de l'architecture, la notion d'expérience qui est au cœur de tes travaux, et d'un point de vue plus philosophique sur ce que c'est que l'objet du design, qui est le sujet aussi d'un livre à paraître de Pierre-Damien Huyghe, un livre qui s'appelle déjà À quoi tient le design, et qui paraîtra aux éditions de l'Incidence très bientôt. Et qui donc pose la question de ce à quoi tient le design. Voilà, il y a une vraie actualité de la pensée de Molinari dans le travail à la fois, et surtout connu comme, en France en tout cas, par le biais d'une publication déjà ancienne et assez partielle, peinture, photographie, film, donc qui porte surtout sur son travail de photographe et sur son intérêt pour la photographie et le cinéma, mais on connaît très peu ces autres aspects de sa pratique, et c'est un tout petit peu l'objet de ce débat ce soir.
Et pour commencer sans plus tarder, j'aimerais peut-être poser la question à Philippe du titre de ce livre. Alors peut-être une double question. Initialement, il devait s'appeler « De l'art à la vie ». Aujourd'hui, enfin, à sa parution, l'intitulé était « Du matériau à l'architecture ». Alors, donc double question, pourquoi ce changement d'abord ? Et puis ensuite, est-ce que dans du matériau à l'architecture, est-ce qu'il faut voir une téléologie, est-ce qu'il faut voir une progression ? Et je pense notamment à une lecture qui a été faite par un chercheur américain qui est Hal Foster, qui dit que voilà les trois parties du livre qui s'appellent donc matériaux, volume, espace, et qui remplace la triade peinture, sculpture, architecture, que ces trois parties convergent vers, selon Hal Foster, vers l'architecture et notamment vers une architecture de la lumière. Est-ce que c'est comme ça qu'il faudrait lire le titre ou pas ? Voilà. Mais, bon, alors il y a plusieurs éléments de réponse qui sont pas forcément convergents. On ne sait pas très bien ce qui a conduit Moholy à changer le titre du livre et de passer de l'art à la vie, à du matériau à l'architecture. Et puis, une fois qu'il est parti aux États-Unis, de proposer un nouveau titre qui est The New Vision. Donc, en fait, 3 titres à peu près pour le même livre, même si The New Vision est une version abrégée, à la fois dans le texte et aussi dans les documents iconographiques. Donc, ce n'est pas exactement le même livre, mais le propos est sensiblement le même, donc on a très peu d'informations dessus. Bon, la première hypothèse qu'on peut donner, c'est que dans le cadre des Bauhaus-Bücher, des livres qui ont été publiés au Bauhaus et collection qui était dirigée à la fois par Moholy mais aussi par Walter Gropius, bon, il y avait la volonté de mettre l'accent sur l'architecture, notamment de la part de Gropius. Donc on peut imaginer que Gropius a insisté pour que le titre se recentre autour de la question architecturale. En même temps, comme tu le disais juste à l'instant, quand on regarde le livre, il y a un mouvement, et c'est dans le titre, enfin c'est le von Su qu'on trouve déjà chez d'autres auteurs dans les Bauhaus-Bücher. Donc ce mouvement qui va du matériau à l'architecture, c'est bien sûr quelque chose auquel adhère pleinement Moholy, parce que quand on lit le livre et quand on lit ce qu'il a écrit par la suite, on voit qu'il a une conception très, très englobante de l'architecture et que pour lui, l'architecture, ça renvoie à une expérience générale de l'espace, une expérience complète de l'espace qui va à la fois intégrer des éléments matériels, mais aussi des éléments immatériels et notamment la lumière. Et donc, en effet, Hal Foster a raison sur ce point-là, parce que toute la pensée de Moholy consiste à travailler avec la lumière, à penser que la lumière est peut-être le matériau principal de l'organisation de l'espace et de la pensée de l'espace. Et il y a un article très célèbre dans Peinture, photographie, film, qui s'appelle « Photographie, mise en forme de la lumière ». La photographie n'est que la mise en forme, et d'abord une mise en forme de la lumière. Donc quand il essaye de définir l'architecture, il a une conception qui renvoie plus à ce qu'est l'expérience de l'habité, finalement très proche aussi d'une approche phénoménologique, dont il ne se revendique pas, mais qui pourrait être la sienne, et très intégrative de différents éléments. Donc ce n'est pas l'architecture simplement en tant que forme bâtie, mais c'est l'architecture en tant qu'organisation globale de l'espace, y compris de l'existence. Je voudrais un petit mot sur le titre. D'abord, je vais dire que moi, j'ai une approche de Moholy et de ses textes en particulier qui est sûrement moins précise historiquement, moins scientifique de certaine manière que vous deux.
je médite avec les textes et j'essaye de faire résonner des façons de parler entre ces textes-là et nous aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant si vous avez accepté cette façon pas strictement rigoureuse de procéder, de souligner le mouvement du matériau à l'architecture, qui d'une certaine manière est paradoxal dans le vocabulaire si on se rappelle, en faisant l'étymologie du mot architecture, la valeur de archi dans architecture, c'est-à-dire l'idée qui est attestée dans les très vieux textes grecs, que l'architecte est celui qui est capable d'archiver d'avance ce qui sera construit ensuite. Bon, si je traduis ça dans un vocabulaire tout à fait contemporain, ça veut dire, au fond, d'une manière ou d'une autre, l'architecture se tient dans son dessin EIN, dans un dessin où, comme on dit beaucoup aujourd'hui, à mon avis beaucoup trop, projet, hein, avec ce que veut dire le mot projet, le fait de projeter, de jeter au devant quelque chose. Et d'une certaine manière, rien que le titre de Molly, à mon avis, c'est cohérent avec beaucoup d'autres choses qu'il écrit par ailleurs, signale que l'architecture ne commence pas avec elle-même, mais qu'elle commence avec quelque chose qui lui est donné et qui est, en l'occurrence, nommé matériaux. Et donc, il y a une façon de travailler le sens de archi dans l'architecture qui me semble intéressant et qui est déjà dans le livre, je crois. Oui, c'est pas une pensée de l'arché, Molly, hein, c'est directement, c'est dans l'expérience sensible qu'on va faire après de l'espace. Et c'est là où se comprend, l'architecture. Dans le fond, c'est ce que dira aussi son grand ami Siegfried Gideon dans Espace-temps architecture. C'est dans l'expérience de l'espace, dans l'expérience physique et phénoménologique de l'espace, qu'en fait l'espace révèle sa véritable signification et non pas a priori. Sous la forme de sa projetation en plan ou en coupe. Mais le matériau lui-même, quand il en parle dans le livre, c'est pour signifier l'importance de connaître les propriétés du matériau. Dans ce sens, il est parfaitement inscrit dans son époque, dans le contexte des avant-gardes constructivistes ou productivistes, avec cette idée que pour faire une œuvre d'art, il faut connaître la vie du matériau, en quelque sorte le développement du matériau. Mais le matériau n'est pas du tout réifiant, je pense. Chez Molly, c'est-à-dire il faut connaître le comportement, on pourrait dire, du matériau, comment, il va parler dans ces parce que c'est aussi un livre de pédagogie, j'ai oublié de le dire, hein, mais on y reviendra. Mais il va dire que ce qui est important pour l'étudiant, par exemple, c'est de connaître la croissance de l'objet. Et pour ça, le matériau est important parce que le matériau la connaissance du matériau, de ses propriétés, de sa texture, de sa résistance, etc. C'est ce qui va permettre aussi le dépassement ultimement du matériau. Il n'y a pas une volonté il n'y a pas du tout un fétichisme du matériau. Non, moi je voulais juste insister sur le fait qu'il y a toujours quelque chose qui est donné avant que, alors on peut dire l'artiste, le designer, l'architecte, avant qu'il commence à travailler, il y a quelque chose qui est donné. Donc par exemple le matériau ou des données spatiales, si on reprend ce que tu disais, et donc c'est important parce que par exemple c'est une façon de comprendre tout ce qui a essayé de se faire et de se penser à cette époque-là en la détachant d'interprétations qui à mon avis sont trop rapides et qui sont liées au modernisme, la table rase ou des choses comme ça. C'est pas ce qu'ils pensaient. Ils pensaient qu'ils peuvent travailler et faire quelque chose à partir de données et il faut en effet étudier ces données, tenir compte de leurs propriétés, de leur résistance aussi au fait de faire qui va les travailler par la suite. Voilà, il y a des données pour que le travail architectural puisse commencer. Moi, j'ai une formule, je m'arrête là-dessus, mais qui consiste à dire pour Molly, pour beaucoup de gens du Bauhaus, ce qui est important, c'est-à-dire ce qui n'est pas secondaire, n'est pas pour autant ce qui vient en premier. Donc l'architecture, en l'occurrence, on l'entend dès le titre, elle est seconde, quoique pas secondaire, bien entendu. Après, l'insistance sur le matériau, elle tient aussi au fait que
ce livre-là est censé, et c'est ce qu'il fait en grande partie, refléter l'enseignement qu'il donnait au Bauhaus au cours préliminaire et dans l'atelier du métal, mais qui était en fait un atelier où on expérimentait les matériaux. Donc c'était une sorte de première année obligatoire pour tout le monde. Et ce qui est intéressant en fait dans la pensée de Moly, c'était qu'il y avait à la fois cette expérimentation pour tester les potentialités du matériau, c'est-à-dire que porter le matériau aux limites de ses capacités, mais inversement, c'était que l'étudiant était lui aussi dans une démarche qui était expérimentale, c'est-à-dire découvrait ce que lui-même comprend au contact du matériau. Donc il y avait à la fois cette tentation d'expliciter et d'objectiver tout ce qu'on peut faire avec les matériaux, et dans le fond après de le lister, de hiérarchiser l'ensemble de ces informations, mais en même temps il y a une dimension qui était proprement expérimentale et donc ouverte sur des possibles dont a priori qu'on ne peut pas prédire, et qui est vraiment au fondement de la conception pédagogique de Moly, c'est-à-dire ouvrir des potentialités, mettre à l'épreuve des compétences, justement dans cette confrontation aux matériaux dont on ne sait rien tant qu'on ne l'a pas testé, tant qu'on ne l'a pas éprouvé, tant qu'on ne l'a pas travaillé. Moi, je propose de faire attention au mot d'exercice sur cette question mot dont j'ai cherché l'étymologie. Et en fait, ça renvoie au verbe latin arcere, à arcane en français, le secret. Donc l'exercice, littéralement, ça veut dire faire sortir quelque chose qui est au secret. Faire sortir, secréter, au sens de faire... Non, je pense que c'est ça. C'est un livre d'exercice dans les deux sens, c'est-à-dire exercer le matériau et exercer la personne qui exerce le matériau. Je crois qu'il avait compris ça, Moly. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que tout au long, ce que Moly va dire aussi au sujet de ce livre et de l'enseignement du Bauhaus, je vais voir si je retrouve ma citation. Peut-être pas. Alors, je cite de mémoire, il dit qu'au fond, ce qui est au cœur de ce livre, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas un apprentissage d'un métier, c'est pas non plus le perfectionnement d'un objet, et ce n'est pas donc ce n'est ni le perfectionnement du métier ni le perfectionnement de l'objet, c'est-à-dire arriver à avoir un verre ou une chaise parfaite, ni non plus l'obtention d'un profit. Mais que ce qui est au cœur de ce livre, c'est précisément l'homme. Et l'homme, en fait, l'objet comme une interface. Moi, c'est un peu ce que je retiens de ce que vous dites tous les deux. L'objet, c'est à la fois l'interface sur laquelle travaille l'étudiant, en l'occurrence, ou le futur usager, ou en tout cas celui qui sera en contact avec l'objet. Et en même temps, donc, qui est un objet dont il va connaître les propriétés, etc. Et en même temps, cet objet aussi, en retour, va, en quelque sorte, va transformer l'expérience qu'on a ultimement du monde. Donc, c'est la grande ambition du livre, au-delà de la stricte pédagogie, etc. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a changé de titre et qu'il va s'appeler The New Vision en anglais, pour avoir un titre plus accrocheur, c'est de transformer finalement l'expérience que nous avons du monde. Moly, il a une conception profondément humaniste de la pédagogie et de la technologie, ce qui n'a pas été forcément perçu au moment où il est arrivé au Bauhaus, où on voyait en lui une sorte de jeune artiste fasciné par les nouveaux médias et par toutes les questions technologiques, sans voir à quel point il avait une volonté de montrer comment celle-ci pouvait être en partie émancipatrice. Et après, son regard a évolué au cours des années, non seulement de son enseignement, mais de
sa trajectoire biographique. Son regard sur les technologies s'est transformé, mais au départ, il y a cette idée que le travail, c'est d'abord un travail de transformation de soi, qui s'adresse bien sûr aux étudiants, mais au-delà à tout individu, en fait. Au-delà de l'école, en fait, à tout individu. Ce qui me permet de rebondir sur la question de la technique et de la technologie, qui est un sujet sur lequel tu as beaucoup travaillé, Pierre-Damien, la relation entre art et technique. Donc, dans ce livre, Laszlo Moholy-Nagy, je répète encore, il est écrit en 28. C'est un livre qui est aussi témoin de son propre temps, qui est témoin de toute la transformation de la société industrielle. Et comme beaucoup de ses contemporains, Laszlo Moholy-Nagy est à la fois à l'écoute de ce qui se passe et en même temps il interprète aussi. Il n'a pas envie de se il a une vision aussi un peu critique. Évidemment des usages banaux de la technique, mais il ne va pas du tout rejeter la technique. Il dit même à plusieurs reprises dans le texte, il dit qu'il faut aller avec la technique, que celle-ci est un facteur vital qui se développe organiquement. Et comme beaucoup d'autres penseurs de son époque, il ne rejette donc pas la technique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il en propose une vision. Enfin, il n'oppose pas technologie et le technologique et le biologique. Il les pense ensemble. Il pense que il faut travailler simultanément les deux. Donc, il dit notre véritable intérêt ne doit porter ni sur la forme, ni sur le processus de production, mais c'est sur l'équilibre du mode de vie humain dans lequel la technique doit avoir un rôle, et la technique et l'art doivent aller de pair. Donc, peut-être que tu peux rebondir sur cette relation d'abord entre art et technique, qui ne sont pas du tout opposés pour quelqu'un comme Moholy-Nagy, et puis ensuite sur cette vision organique de la technique qui pour nous est un peu un paradoxe. On a plutôt facilement tendance à opposer les deux. Je crois que pour Moholy, mais ça je crois que c'est une constante, que si le mot art est pertinent pour lui, c'est à condition de désigner, disons, un certain exercice de la technique, au sens que je viens d'essayer de dire il y a quelques secondes du mot exercice, c'est-à-dire d'en faire émaner quelque chose qui n'en émane pas dans les conditions ordinaires, soit de sa production, soit de son usage. Et donc l'art n'est pas quelque chose qui fait chambre à part, si j'ose dire. Au contraire, ça doit être un exercice de la technique dans lesquels quelque chose. Alors je reviens au vocabulaire que j'ai déjà utilisé il y a quelques minutes. Les capacités. En fait, non, ce mot je l'ai pas utilisé. Je le dois à Philippe, parce qu'il y a quelques années, on avait travaillé sur Moholy. On avait monté un colloque dans l'avant-dernière biennale du design de Saint-Étienne qui était consacré à Moholy. Et en fait, je me souviens que tu insistais beaucoup sur ce mot-là. Il me semble me souvenir de ça, le mot de capacité. Et en fait, ça m'est resté parce qu'il y a un petit passage dans quelques textes de Moholy dans lequel il y a des consonances qu'on pourrait dire, pour parler très vite, un peu marxiste, enfin, le mot de force productive, des choses comme ça, développement des forces productives, enfin, vous voyez un peu l'ambiance. Et profondément, je pense que Moholy substitue à cette notion de force productive une notion de capacité. De quoi un objet est capable, de quoi sommes-nous capables avec un objet. Étant donné un objet, qu'est-ce qui peut, ou étant donné une donne technique, une situation technique, qu'est-ce qui peut être fait avec ça? Comment les capacités peuvent se développer réciproquement? Et je pense que si le mot art fait sens chez lui, c'est pour désigner cette façon d'augmenter les capacités réciproques. Du côté des objets, du côté des situations de production et du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui les usages. Mais je pense que c'est pas ça qui l'intéressait ici. C'était pas qu'on se serve des objets, qu'on ait des rapports de service avec les objets, mais qui est quelque chose qui gagne une dimension optique
et qui fasse qu'on puisse avoir le monde contemporain, disons dans la vue, si je peux dire les choses de façon un petit peu rapide. C'est un peu embrouillé ce que je dis, les idées me viennent évidemment en parlant. À la fin, comme vous savez certainement, il écrira un texte, le design pour la vie. Et je pense que il ne faut pas faire de contresens, de même sur le mot organique qu'on trouve souvent sous sa plume. Je pense que si on cherche des adjectifs en français pour faire entendre ce qui, à mon avis, est dans les textes de Moholy, ce vie ne doit pas renvoyer à l'adjectif vital, mais plutôt vivace. Il s'agit d'augmenter le plus qu'on pourra la vivacité humaine, l'état vif. Voilà. Et pas, c'est pas vitaliste, c'est pas biologisant, etc. Et c'est ça qu'ils cherchent sous le nom d'art, quelque chose qui met à vif les capacités humaines. Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Pierre Damien. Je crois que cette articulation art, technique et biologie ou conception organique du monde, elle est vraiment au cœur de la pensée de Moholy. Elle est très présente dans du matériau à l'architecture. C'est la fois où elle le sera le plus et de la façon la plus explicite. Mais il me semble aussi que c'est cet aspect-là qui fait aujourd'hui un de ces aspects qui le rend extrêmement contemporain. Donc, je ne sais pas, pour dire les choses brièvement, parce que c'est peut-être la question, moi, qui retient le plus mon attention. Il y a bien évidemment toute une part de l'œuvre de Moholy, à la fois en tant qu'artiste et en tant que théoricien, qui vise à montrer comment l'art peut étendre les capacités de l'individu. Capacités dont Moholy dit qu'elles sont a priori perfectibles à l'infini. Ce qui est une hypothèse assez difficile à tenir, mais qui présente dans Peinture, photographie, film. Et plus exactement, il a l'idée qu'on peut mobiliser l'art pour réconcilier l'individu avec l'esprit de la technique, et notamment avec la civilisation urbaine. Quand on regarde ce qu'il propose dans Dynamique der Großstadt, son projet de film qu'il ne réalisera pas, mais que d'autres, et notamment Walter Ruttmann, réalisera sous une autre forme, mais l'idée était là. Moholy a une conception thérapeutique du film. Il dit que finalement le film, par des effets purement visuels, peut recréer l'expérience de la métropole et nous permettre de l'assimiler plus aisément. C'est-à-dire la métropole est un univers traumatisant, et finalement en regardant le film qui recrée par un mouvement purement optique une expérience qui est l'expérience citadine moderne, mais il y a une forme d'acclimatation et de développement de nouveaux registres de compétences qui vont permettre finalement aux spectateurs citadins de mieux affronter l'environnement dans lequel il vit. Donc ça, c'est un aspect très important de son travail. Après, je crois qu'il y a une inflexion entre, en gros, 1923 et 1928. Bon, disons 1925, apogée de la nouvelle vision comme mouvement photographique, mais en même temps, c'est le moment de la photo-inflation en Allemagne, le moment où on commence à douter des potentialités de l'image, à dire quelque chose du monde dans lequel on vit. Et je crois que pour Moholy, c'est aussi un moment de réflexion sur la manière dont la technique se traduit dans le monde de l'industrie et dans les processus sociaux, et où là, il porte un regard moins optimiste qu'en 1923, un regard qui est beaucoup plus critique. Et quand on lit les premières pages du matériau à l'architecture, c'est une charge très violente contre la société industrielle. Il dit finalement, la société industrielle, elle s'est retournée contre l'homme, la technique, elle se retourne contre elle-même, et en gros, il faut être
avec la technique contre la technique, quoi, en quelque sorte. Et il faut essayer de la remettre au service de l'homme. Mais il montre comment cette société industrielle, c'est une société qui segmente, c'est une société qui aliène, c'est une société qui nous fait passer à côté de nos propres potentialités. Il a toute cette idée sur, voilà, l'homme n'est plus capable d'être son propre médecin. Et du coup, la référence à la dimension organique, elle change, parce que dans peinture, photographie, film, il a cette vision un peu cyborg de l'homme. Il dit, voilà, qu'on retrouve chez d'autres représentants de la nouvelle vision. L'univers métropolitain, un univers d'accélération incroyable, tout va hyper vite. Et donc, l'œil ne peut plus, dans ses facultés, enfin, l'œil en tant qu'organe, n'est plus capable de capter les mouvements de la métropole et ce qui se passe autour de nous, et on a besoin de l'appareil photographique. Donc la caméra est une prothèse oculaire, une prothèse qui vient se greffer en quelque sorte sur l'œil. Donc c'est un individu cyborg, pour le meilleur à ce moment-là chez Moholy. Mais quand on lit le début du matériau à l'architecture, on voit qu'il est à la recherche d'une balance, d'un juste équilibre entre la dimension, les fondements organiques de l'homme et la technique. Et donc là, il va chercher des références un peu ailleurs, mais qui étaient déjà là avant quand même. Mais il va essayer de montrer que, en fait, les formes techniques s'enracinent dans les formes naturelles. Et donc qu'il ne faut pas opposer l'organique et la technique, mais qu'il faut au contraire avoir une sorte de vision globale du monde qui réconcilie les deux. Donc je pense qu'il y a un changement qui s'opère probablement autour de 1925, et où il cherche vraiment à articuler la technique et l'organique, mais dans un sens différent, moins cyborg justement, qu'il pouvait l'avoir avant, et plus dans une idée d'une sorte de juste rééquilibrage, quoi. En même temps, c'est une question. Est-ce que ça voudrait aussi dire que... parce qu'il me semble qu'il y a des constantes, il y a des choses aussi qui continuent, qu'on retrouve. Parce qu'il y a ce texte de lui de 1922 qui s'appelle Production-Reproduction, qui est inclus dans l'édition française de peinture, photographie, film, qui donc n'est pas une édition fidèle à l'ouvrage original. Bon, il y a ce texte donc de 1922 qui s'appelle Production-Reproduction, dans lequel Molinage se penche sur diverses technologies, pas uniquement des technologies visuelles, donc ça, il y a la photographie, mais il y a aussi le phonographe, il y a le cinématographe. Donc et il a cette vision que justement, ce ne sont pas que des technologies qui nous aliènent, mais que si on a un usage créatif, non seulement elles augmentent, comme ce que tu appelles la vision cyborg, non seulement elles permettent à l'homme de dépasser ses limites physiques, mais elles peuvent signaler un nouvel usage de la technologie, qui est un usage créatif, et donc ce qu'il appelle un usage de production et pas de reproduction. Et ça, ce genre d'idées, on les retrouve dans ce livre et puis dans son travail ultérieur, que la technique, finalement, il faut en quelque sorte, effectivement, il faut faire avec, parce qu'elle est de son temps. Parce qu'on ne peut pas non plus l'ignorer, mais il faut en faire un usage qui serait un usage artiste, et qui rejoint aussi une problématique qui était chère, je pense, Pierre Damien, parce que tu travailles beaucoup sur la façon justement de comment, tu mets à pied égal les artistes et les philosophes pour réfléchir finalement sur des problèmes de mode de production de l'industrie, de la société. Donc, est-ce qu'il y aurait cette... Non, mais ça, c'est une constante, en fait. Ce qu'il dit dans Production, Reproduction, en fait, à mon avis, c'est la thèse par excellence de Moholy qui va traverser toute sa pensée. Donc, il reste extrêmement fidèle à son idée de la technique. Simplement, il pense que dans la société industrielle et capitaliste, la technique, c'est en partie... retourner contre elle-même, et justement qu'on n'en fait pas un usage productif, qu'on en fait un usage reproductif. Et ce texte-là, qui d'abord il paraît dans De Stijl, et puis après dans Peinture, Photographie, Film, c'est un texte absolument génial, parce que, mais bon, je pense que Pierre Damien aura
sûrement plus de choses à dire sur ce texte que moi, mais pour moi, c'est un texte qui est vraiment incroyablement profond parce qu'il montre que la plupart du temps, on est dans un rapport reproductif aux objets techniques parce que justement, on pense que voilà, la photographie n'est qu'une manière de reproduire ce que fait la peinture, mais de façon mécanique, etc. Alors que lui, il va dire, mais non, en fait, c'est une manière de produire des images, une façon spécifique de produire. Donc, si on pense que le tourne-disque n'est là que pour reproduire des sons, en fait, on n'est pas à la hauteur des potentialités techniques de cet objet. Et dans le fond, le DJ qui fait des scratchs avec le tourne-disque, ben lui, il met au jour des potentialités qui étaient là dans l'appareil, mais qui étaient encore inconnues. Donc à un moment donné, il y a l'idée que si on porte l'appareil aux limites de ses capacités, mais dans des formes d'expérimentation, et c'est pour ça que Moholy, il s'est tourné, en fait, on ne s'en aperçoit pas, mais en fait, il s'est tourné vers toutes les pratiques amateurs. C'est-à-dire que quand on regarde ce qu'il valorise dans peinture, photographie, film, ben, il s'intéresse à la photographie scientifique, il s'intéresse à la photographie ratée, il s'intéresse aux photographies comiques, là où on déforme des visages avec des miroirs, etc. Aujourd'hui, il ne s'intéresse pas à la photographie d'art de l'époque, aux photographes professionnels de l'époque qui photographient en studio. Il s'intéresse à tout ce qui malmène finalement le médium photographique, mais qui le révèle à lui-même. Donc aujourd'hui, il irait regarder ce qui se fait sur YouTube et les gens qui fabriquent leurs vidéos eux-mêmes, et je pense que c'est ce qu'il regarderait en premier. Donc porter l'appareil aux limites de ses capacités en l'expérimentant de toutes les façons possibles, c'est ça, en faire un usage productif et créatif. Donc, bien évidemment, pour des tonnes de raisons, non seulement parce que ces appareils apparaissent à un moment donné, qu'on norme leur usage, etc., fait qu'on passe à côté de cette dimension productive. Mais ça reste une constante de sa pensée. Puis on disait tout à l'heure cette très belle citation de Moholy-Nagy qui a été reprise par beaucoup de ses contemporains, que l'analphabète de demain ne sera pas celui qui ne saura pas écrire, mais celui qui ne saura pas se servir d'un appareil photo. Peut-être. Oui, je crois qu'il disait aussi celui qui, enfin en tout cas, je pense à la citation de ce texte que fait Benjamin dans La petite sœur de la photographie, puisqu'il cite Moholy, l'analphabète de demain est celui qui ne saura pas légender une photographie, c'est-à-dire articuler du langage à quelque chose qui n'est pas de l'ordre du langage, mais d'une façon de faire travailler le visible. En écoutant Philippe là depuis quelques secondes, en fait, je pense qu'il faut peut-être ajouter un petit peu une petite formule philosophique au texte de Moholy, qui n'est pas littéralement, enfin moi je ne l'ai pas lu dans ces textes, mais je pense qu'elle les rend parfaitement compréhensibles, qui consisterait à dire quelque chose comme l'homme est un animal technicien. C'est-à-dire c'est une sorte de vivant qui ne peut pas demeurer dans la vie lui-même, génération après génération, sans produire dans le monde des nouveautés, sans installer dans le monde on pourrait dire, équivalent de cette formule, l'homme est un animal technicien, c'est l'homme est un animal inventif. Il modifie, il ne peut pas ne pas. C'est sa façon de tenir dans le monde que de modifier ses propres conditions de vie. Seulement le paradoxe, c'est que ces modifications, donc, qui donnent lieu à ce que moi j'appelle des poussées techniques régulières, hein, au sens des poussées de sève, un petit peu, quelque chose comme ça, puis en même temps des remplacements. Hein, il faut pousser quelque chose pour que quelque chose d'autre se mette en place. Donc, ces poussées techniques, elles se produisent pas d'emblée de façon ouverte, de façon manifeste. C'est-à-dire que c'est peut-être une loi des poussées techniques justement dans l'histoire de l'humanité qu'elle ne s'installe pas ouvertement dans un premier temps, mais en mimant des usages, des capacités, en prenant la place de quelque chose qui existe déjà. Et il faut, dans un second temps, je reviens à ce que je disais tout en commençant sur l'importance du second temps, il faut dans un second temps les découvrir littéralement, les manifester, les émanciper. Si on joue sur les métaphores,
Je crois qu'on pourrait dire que foncièrement, même si littéralement il le dit pas comme ça, mais foncièrement, Moholy pense que la technique s'avance d'abord sourdement, que les progrès techniques se font d'abord sourdement ou sombrement, si vous voulez. Et il faut justement que ça reste pas dans le sourd et dans le sombre. Il faut que ça se manifeste. Et il faut travailler la technique, pas seulement pour s'en servir mieux, mais justement pour qu'elle se manifeste elle-même dans ses capacités, de façon qu'on pourrait dire finalement, c'est même hors d'usage cette affaire-là. Hein. C'est pour qu'on soit au clair. Il y a quelque chose dans le métaphorique, il insiste beaucoup sur la dimension optique, quoi. Il faut clarifier tout ça. Il ne faut pas que ça soit sourd, il ne faut pas que ça soit sombre, il faut que ça résonne. Voilà. Et cette dimension, bon, le mot qui peut convenir à ça, c'est esthétique, quoi. Lui semble absolument essentiel pour que, comment dire, la vivacité humaine elle-même ne sombre pas avec ses propres progrès techniques. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, enfin, tu voulais peut-être rebondir? Non, mais il a dit beaucoup mieux que moi. C'est exactement la pensée de Moholy. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce désir de découvrir, de mettre au clair, en fait, la métaphore qu'il va utiliser aussi, ça va être... Et là aussi, c'est très paradoxal à première vue par rapport à tout son intérêt pour la technique et la modernité. Ça va être la métaphore de l'homme primitif. Donc, il va revenir à une idée de l'homme primitif qui serait selon lui un homme plein, un homme qui, pour le citer, l'homme primitif était tout à la fois chasseur, artisan, architecte, médecin, etc. Aujourd'hui, nous nous employons à exercer un seul métier, laissons toutes nos autres capacités en friche. Et cette idée de toutes nos autres capacités en friche, c'est qu'elles sont justement cachées par rapport à cette idée de sombre. Et son objectif à lui, finalement, grâce à la technique et grâce à l'enseignement qu'il propose dans ce livre et à son propre travail, c'est de rendre à l'homme cette plénitude qui était celle de son fantasme, sans doute, de l'homme primitif. Donc il y a comme ça une vision que je trouve assez intéressante. À la fois, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de la modernité, de la technique, des découvertes. C'était très intéressant ce que tu soulignais sur les usages quotidiens, banaux, non consacrés de la technologie. Et en même temps, la volonté en quelque sorte, quasiment de sublimer ça dans une espèce de fantasme primitif. Enfin, je m'avance peut-être un peu. C'est à la fois le thème de l'homme total qu'on retrouve très fréquemment à cette époque-là, mais c'est aussi une critique des formes de séparation, de sectorisation, de délimitation finalement des pratiques, des modes de pensée, des activités. Et Moholy, c'est une pensée en mouvement. Que ce qui l'intéresse, c'est aussi penser les choses dans une sorte de mouvement comme ça permanent où l'existence se reconfigure. Donc le titre du matériau à l'architecture évoque ce mouvement et cette capacité de transformation, mais sa violente charge contre la société capitaliste au début du livre, c'est ça, c'est de dire finalement nous ne sommes plus capables d'être pluriels, nous ne sommes plus capables d'être plusieurs, nous ne sommes plus capables de nous ouvrir à nous-mêmes à différentes potentialités auxquelles justement la civilisation moderne devrait encore davantage nous ouvrir, auxquelles la technique devrait toujours davantage contribuer. Et ça, il le tient aussi des pédagogies alternatives auxquelles il était extrêmement sensible. Et il commence d'ailleurs, au tout début du livre, il dit oui, voilà, il y a quelques grands pédagogues, et voilà, il dit Montessori, enfin, je ne sais plus, enfin, il cite Steiner, je sais plus, j'ai oublié, excusez-moi, mais il cite voilà, quelques grands
quelques grands représentants des pédagogies alternatives qui sont des pédagogies de la compétence, justement, qui ne sont pas des pédagogies du savoir et de l'inculcation du savoir et de la vérification, mais qui sont au contraire des pédagogies de la potentialité. Donc, en gros, des possibles. Pour moi, il a une conception. C'est peut-être une lecture très biaisée, mais pour moi, Moholy, c'est à la fois un aristotélicien et un pragmatiste, au sens où, voilà, on ne sait pas ce qu'est une personne. On ne peut pas a priori définir de quoi une personne est capable. Peut-être pas aristotélicien, on va dire thomiste, une version. Ça lui ferait peut-être mal à Moholy si on le traitait de thomiste, mais c'est ça, on ne sait pas de quoi une personne est capable. Il commence son bouquin en disant « tout le monde est doué ». Voilà, tout le monde a les capacités, simplement comment activer ces capacités. Donc il y a bien sûr la réflexion, et c'est ce dont tu parlais au début, dans l'atelier du métal, d'expérimentation avec le matériau, à la fois de quoi un matériau est capable et de quoi moi je suis capable en expérimentant ce matériau, mais de quoi moi aussi je suis capable quand j'expérimente un appareil dont je me demande de quoi il est lui-même capable. Donc c'est toujours ce type de pratique qui vise à réouvrir sur des chemins non frayés, sur des voies non frayées. C'est une expression. Tu te rappelles que j'avais parlé des compétences, mais toi, quand on s'était vu à ce colloque, tu avais parlé des voies non frayées. Et c'est ça, Moholy, c'est-à-dire que c'est aller du côté des voies qui n'ont pas encore été frayées pour retrouver cette expérience complète de l'existence. C'est-à-dire qu'il a vraiment... Et c'est aussi une critique de la séparation telle qu'on la retrouvera chez les situationnistes. Premier texte des situationnistes, amère victoire du surréalisme. C'est-à-dire, bon, vous les surréalistes, vous avez voulu changer la vie, mais finalement, vous avez produit des bouquins, des tableaux, etc., qui sont des œuvres d'art au sens le plus bourgeois du terme, et vous n'avez pas été... Voilà, c'est resté une activité séparée. Et il y a de ça chez Moholy, c'est-à-dire l'art n'est pas une activité séparée et doit transformer l'existence dans son ensemble. Oui, moi je vais ajouter une petite chose. Alors là aussi, ce que je vais dire n'est pas littéral ou littéralement correct, si j'ose dire, par rapport au texte de Moholy, mais je pense qu'il faut l'avoir dans l'esprit pour le lire, à la fois peut-être sans contresens, et puis aussi pour saisir les enjeux, disons même les enjeux en le rapportant à nous aujourd'hui. C'est que je pense que je veux bien reprendre mon expression qui me plaisait effectivement, je me souviens, de frayer quelque chose de nouveau, d'ouvrir une voie avec les choses, avec la technique, avec le monde d'une manière générale. Je pense que Moholy profondément, ça on peut le comprendre, je pense, en interprétant son texte sur le design. Il pensait, à mon avis, que pour que quelque chose de nouveau puisse être frayé, alors c'est pas seulement du nouveau radical, j'essayais de le dire tout à l'heure, c'est du faire nouveau, du se conduire différemment. Enfin bon, il faut pas avoir comme question dans la tête à quoi ça sert, que c'est une question réductrice. Le service, le se servir, le être servi, enfin toutes ces connotations-là, que si on se demande devant quoi que ce soit, à quoi ça sert, c'est pas du tout la même question que qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais si on a comme question à quoi ça sert, alors ce qu'on va chercher, c'est à ce que ça nous tombe sous la main. Et je prends cette expression qui n'est pas littéralement de Moholy, mais qui était dans l'ambiance, disons, et ce qui nous tombe sous la main, c'est ce qu'on ne regarde pas. On n'a pas besoin de regarder ça, puisque justement, ça nous tombe sous la main. On peut s'en servir sans être regardant, quoi, et sans regarder. Et moi, c'est pour ça que je pense que chez Moholy, l'insistance sur les qualités optiques, c'est ça qu'elle veut dire. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il faut faire quelque chose
pour que les objets avec lesquels nous vivons nous exercent la vue et pas d'abord nous convient, nous donnent envie de nous servir. Et donc il cherchait ça, il cherchait à épanouir les qualités optiques de quoi que ce soit, pour que justement on n'entretienne pas un rapport de service qui est à la fois dominant et servile, où les deux choses se complètent, quoi. Ça tombe pas sous la main, mais que ça soit manifeste, que ça soit découvert, que ça soit évident. Juste là-dessus, ça, je pense que c'est un point extrêmement important dans la vision du monde qu'a Moholy, dans ce qu'il cherche à transmettre. C'est que c'est pas quelqu'un qui enfin, voilà, c'est jamais à quoi ça sert, c'est jamais en termes de réponse. Il y a un problème, voici la réponse. Il y a toujours un déplacement. Il y a toujours un déplacement. Si on pense que l'appareil photo sert à faire ceci, ben finalement on passe à côté de ses potentialités. Et quand il était aux États-Unis, je suis tombé sur j'ai été regarder dans les archives de Moholy à Chicago, et puis j'ai trouvé une conférence qu'il avait faite où il parle d'ergothérapie. Il s'adresse à des ergothérapeutes. Et il parle des infirmes, et notamment alors c'est à la fois il évoque à la fois les blessés de la Seconde Guerre mondiale et ceux qui se sont blessés dans le monde de l'industrie, qui ont perdu un bras ou l'usage d'une jambe, enfin voilà. Et il dit, si vous pensez que l'ergothérapie ça sert à finalement retrouver des capacités qu'on aurait perdues, vous vous trompez complètement. C'est-à-dire que si vous pensez que quand on a une main en moins, finalement le travail qu'il y a à faire, c'est de faire comme si on allait avoir une main, finalement vous passez à côté de la vocation de votre discipline. C'est-à-dire que finalement, ce que vous allez faire, c'est développer aussi d'autres formes de capacités. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas, vous n'allez jamais faire que... Enfin, vous n'allez pas créer un substitut de vision, mais vous allez pouvoir, si vous travaillez intelligemment, vous allez pouvoir développer d'autres capacités. Donc ça se joue toujours ailleurs. C'est jamais une forme de... Vous êtes dans une logique de compensation. Vous essayez de compenser par tout un tas d'activités physiques, finalement, des déficiences, mais vous ne voyez pas qu'en fait, l'enjeu, c'est d'opérer un déplacement pour développer toute autre chose. Et donc... Voilà, il ne s'agit pas de voir un tout petit peu mieux, parce que de toute façon, cette voie-là, elle s'est fermée, mais de développer autre chose ailleurs. Donc en fait, cette idée de ne pas apporter une réponse, mais de réouvrir d'autres voies, ça se joue vraiment sur tous les plans. C'est-à-dire qu'à la fois sur le plan artistique, sur le plan de la pédagogie, dans sa conception de la technique, mais aussi dans sa conception vraiment du corps et des soins qu'on peut apporter au corps, quoi. Donc c'est un aspect, à mon avis, fondamental de sa pensée. Et est-ce que c'est très intéressant ce que tu dis, mais est-ce que c'est aussi quelque chose qui est à l'origine des conflits qu'il a eu justement aux États-Unis à la fin de sa vie, quand on a reproché à l'Institut du Design qu'il avait fondé justement de ne pas être trop performant, de ne pas être trop... Est-ce qu'on pourrait parler de ça ou c'est tout un autre sujet? Moholy, c'est... Parce que ce qu'il faut peut-être que je dise, c'est qu'il a donc participé à la fondation du nouveau Bauhaus aux États-Unis en 1937. Ici, il a su s'adapter pendant la guerre en produisant des objets de camouflage, etc. Mais ensuite, dès la fin de la guerre, il a eu beaucoup de mal à maintenir son institut, justement parce que l'industrie Rockefeller et autres reprochaient à ce qu'il produisait aux objets, justement, de ne pas être au service, de ne pas avoir une utilité immédiate. Oui, et pourtant, il a cherché à montrer que le type d'enseignement qui était développé au New Bauhaus, et après ça a changé de nom, School of Design, était quand même un enseignement qui avait des traductions
assez directe et assez évidente. Donc après, lui, il était pris dans des problèmes financiers somme toute assez importants. Mais c'est toujours quelqu'un qui s'est battu sur les deux fronts. C'est-à-dire qu'à la fois pour montrer que finalement ce qui se joue dans la peinture, dans le cinéma, dans la photographie a un lien intrinsèque avec l'expérience quotidienne, et moi je l'ai lu comme ça, avec l'expérience métropolitaine, et dans sa capacité à l'informer et à la transformer. Et puis c'est en même temps quelqu'un qui a des idéaux extrêmement larges et profonds pour lesquels il s'est battu avec beaucoup d'acharnement toute sa vie et sur lesquels il n'a jamais voulu lâcher. C'est quelqu'un qui est quand même d'une ténacité assez incroyable dans son parcours biographique. Bon, il y a énormément de volonté. La question que tu poses, j'ai envie de dire, en souriant un peu, si Moholy a des difficultés, alors je fais comme s'il était encore parmi nous, d'une certaine manière, il faut l'aider. Voilà, il faut faire quelque chose pour lui. Et donc, peut-être c'est ce qu'on peut essayer de faire. Je pense en particulier que la philosophie, pour parler de façon générale, les philosophes, pour autant qu'ils seraient chargés de la philosophie, disons, ils peuvent peut-être faire quelque chose de général, parce que certainement Moholy s'est trouvé pris dans une difficulté dans laquelle nous sommes toujours, par manque de réflexion conceptuelle. Et je pense qu'il faut travailler à faire comprendre que il n'y a pas de... C'est un peu la même chose, l'utile et le possible. Voilà. Alors Moholy, il a beaucoup travaillé sur l'augmentation des possibilités, des capacités. Je crois qu'on en a un peu parlé ce soir. Et ce que nous avons encore tous du mal à comprendre, c'est que c'est au fond la même chose que faire quelque chose d'utile. Mais faire quelque chose d'utile, c'est pas forcément seulement faire quelque chose qui sert au sens de qui tombe sous la main, etc. Et tant qu'on n'arrivera pas dans nos esprits à dissocier le champ de l'utile et le champ du serviable, qu'on ne comprendra pas qu'il y a un rapport essentiel entre l'utile et le possible, que de toute façon, pour savoir si c'est utile, il faut d'abord que ça soit possible, etc. Justement, on risque de laisser un certain nombre de techniques s'avancer sombrement parmi nous, comme je disais tout à l'heure. Et donc, je crois que certaines choses sont détenues, je ne sais pas comment dire ça. D'ailleurs, il n'y a pas que dans les textes de Moholy. C'est pour ça que tous ces gens-là m'intéressent énormément. Il y a quelque chose dans leur pensée qui nous regarde encore, qui nous concerne encore profondément, et qu'il faut les aider. Il faut les aider, il faut qu'on sorte ça de l'ombre. Ça me semble absolument essentiel, justement pour savoir qu'est-ce qui nous est utile, vraiment. Mais ça rejoint ce que tu dis dans d'autres textes, c'est qu'on a l'habitude de fonctionner avec des catégories un peu qui séparent les choses. L'œuvre d'art, je me souviens que tu avais cette belle formule que pour l'œuvre d'art, on va dire que l'œuvre s'expose et le produit sort. Et en fait, le travail de Moholy, il est entre les deux. Il ne parle pas d'œuvre, il ne parle pas de produit, il parle d'objets, et d'objets qui sont en croissance, d'objets qui nous touchent, qui nous transforment, dont nous faisons l'expérience, etc. C'est quelque chose d'absolument utile, même si ça ne sert pas, et en tant que ça ne sert pas, presque, si on veut forcer un peu les choses. Ça, c'est pas vendeur, mais en fait, c'est radical. Si on veut parler, comme on parlait tout à l'heure, de la vivacité, de l'épanouissement, etc., je pense que ça, c'est une position philosophique critique, disons, de penser que ce qui nous est utile n'est pas nécessairement ce qui est dans l'ordre du service. Quoi. On est revenu à l'actualité de Moholy aujourd'hui. Pour nous, donc... je ne sais pas si tu veux rebondir. Non. Comme le temps avance, peut-être parler de l'objet livre chez Moholy, et puis de l'objet livre à apparaître, celui qu'on attendra, donc vos deux ouvrages. D'abord peut-être la traduction, parce que, j'ai sous la main, peut-être je voulais faire ça change un peu de sujet, mais finalement pas tant que ça. La traduction anglaise est donc l'original allemand, et donc la traduction française sera fidèle à la mise en page et à l'objet livre allemand. Et c'est complètement fascinant parce que dans l'expérience même du livre, toutes les questions que nous avons abordées en font partie.
En fait, je montre juste peut-être une opposition. Ça, c'est la version anglaise dans laquelle, c'est un livre illustré, vous voyez, un tout petit peu. Et ça, c'est la version allemande dans laquelle les images sont véritablement produisent du sens. Oui, alors, comme on le disait au début, le livre va paraître en octobre aux éditions de La Villette. C'est un livre qui a été assez long à traduire parce que le texte est somme toute difficile puisque, comme vous le savez certainement, Moholy était hongrois et quand il est arrivé en Allemagne, il parlait assez mal l'allemand. Donc il a écrit une première version du livre qui a été repris par sa femme, Lucia Schulz, qui après s'est appelée Lucia Moholy. Et donc, quand vous regardez l'écriture même de Moholy en allemand, c'est pas facile. Donc le traducteur a beaucoup travaillé et s'est donné beaucoup de mal pour traduire le texte de Moholy, surtout qu'il y a plein finalement de notions assez complexes qu'il faut expliciter et sur lesquelles il faut être assez vigilant quand on essaye de mettre au jour leur profondeur philosophique. Après, ce qui est intéressant et ce qui sera, moi je suis très heureux que les éditions de La Villette aient pris ce parti, c'est de présenter un fac-similé du livre original, c'est-à-dire de retrouver le livre exactement comme Moholy l'avait conçu et mis en page. Et j'en parlais juste avant qu'on commence cette discussion. Le premier livre traduit de Moholy, Peinture, photographie, film, il a été traduit aux éditions Jacqueline Chambon, puis maintenant il est en folio essai, et il n'y a que le texte. Il n'y a que le texte, il n'y a pas les images. Et Moholy, c'est un théoricien de la double page et un des principaux théoriciens de la typographie et de la phototypographie. Et donc à un moment donné, on passe complètement à côté de la signification du livre si on ne met que le texte, parce que pour lui, le livre était un dispositif. Et c'était d'abord un dispositif visuel, c'est-à-dire le rapport entre ce qui est écrit et ce qu'on voit et la manière dont tout ça est agencé sur une page et surtout sur 2 pages. Et vous regarderez, si vous avez entre les mains peinture, photographie, film, et puis vous l'aurez bientôt du matériau à l'architecture, ce qui se joue dans la double page est extrêmement important. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui, à mon avis, mérite vraiment d'être souligné, c'est que du matériau à l'architecture, c'est aussi un livre de photographie. Alors, bien sûr, ça s'est présenté et vendu comme un livre qui raconte l'histoire comme une sorte d'abrégé de l'enseignement de Moholy au Bauhaus. Donc, une sorte de synthèse de l'enseignement. C'est comme ça que se présente le livre. Après, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que ça ne correspond pas exactement à l'enseignement qui a été donné. Et ça a été reproché justement par Joseph Albers, qui était le collaborateur, le collègue de Moholy qui enseignait avec lui, et qui a dit non, en fait, c'est pas ça qu'on a fait, c'est pas exactement la même chose. Donc déjà, voilà, c'est pas vraiment, c'est à la fois un manuel, mais en même temps, c'est autre chose qu'un manuel. Et puis, il y a tellement de photos, et ça c'était une nouveauté à l'époque, il y a tellement de photos dans ce livre qu'on peut se demander si, dans le fond, c'est pas d'abord un livre de photographie, un livre qui peut-être essaye de transmettre ce qu'est la grammaire visuelle de la modernité, de dire voilà de quelle manière on peut regarder le monde. Quand vous regardez ces images, quand vous observez la façon dont elles sont agencées entre elles, eh bien, ça raconte quelque chose
de la façon dont vous pouvez voir le monde aujourd'hui. Hein. Donc les nouveaux réquisites de la visualité moderne. Donc c'est un peu comme dans l'éthique de Spinoza, hein. Il y a un texte et puis des sous-textes, enfin il y a des livres dans le livre, on peut le lire de façon très différente et moi cette lecture par l'image, j'y suis particulièrement sensible. Pendant très longtemps c'est passé inaperçu, il n'y a qu'une personne qui l'a vraiment signalé. Bon, j'en parle bien sûr dans la préface que j'ai écrite avec Stéphane Fusé-Séry, c'est Rainer Banham. Rainer Banham, dans Théorie et design à l'ère industrielle, consacre un long passage du matériau à l'architecture et il met en avant cet aspect de la visualité moderne. C'est Et donc, bon, voilà, ça c'est. Je vous invite à porter attention à cet aspect-là du livre, quoi, à tout ce qui tourne autour de la mise en page, de la photographie, de la typographie et de ce que ça raconte du monde dans lequel nous vivons. Mais peut-être on peut aussi revenir à le livre qui paraîtra « À quoi tient le design » ne sera pas non plus un objet anodin. Si j'ai bien compris, ça sera aussi un objet constitué de six parties qu'on pourra manipuler et lire indépendamment. Et donc ça, c'est un premier aspect. Et peut-être aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de l'architecture, de l'expérience métropolitaine, mais peut-être revenir à l'actualité de Moholy-Nagy pour la notion de design. À quoi tient le design pour Moholy, selon Moholy, avec Moholy? Oui, c'est gentil de me faire parler un petit peu de mon livre. Donc effectivement, ça sera un objet, pas seulement un livre, puisque en fait, ça sera un coffret. C'est pour ça que c'est un petit peu long à paraître, dans lequel il y aura 6 fascicules qui ne sont pas numérotés. Et donc, chacun pourra lire cet ouvrage dans l'ordre qu'il voudra et qui sera de toute façon un ordre, puisque empiriquement, ça commencera d'une manière ou d'une autre. Donc, l'idée, c'était de se demander, Jean-Louis Frachat est derrière moi, une conversation avec lui n'a pas été rien dans la capacité à prendre la décision de concevoir l'objet, disons l'objet livre aujourd'hui comme ça. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est faire un livre aujourd'hui à l'époque du numérique, dans lequel les croisements de textes sont absolument possibles. C'était un peu ça l'idée sur le plan, disons, de l'allure. Voilà. Maintenant, sur le fond du propos, ma question, je pense que le design, il y a un moment où le design s'est constitué, un moment historique où le design, au sens où on peut entendre ce mot à peu près aujourd'hui, s'est constitué. Donc il y a eu un moment décisif dans l'histoire du design qui est le moment de sa propre constitution historique. Et pourquoi s'est-il décidé à ce moment-là? J'entends le pourquoi en vue de quoi? Pourquoi faire s'est-il décidé à ce moment-là? Je pense que on ne peut pas comprendre les conditions historiques le moment décisif de la constitution du design sans faire appel à une notion très compliquée qui est celle de forme. Voilà. Et au fond, c'est la question sur laquelle j'essaye de réfléchir. Est-ce que le design tient encore aujourd'hui à son histoire? Est-ce qu'il tient à ce à quoi il a tenu? Est-ce qu'il est en train de passer à une autre époque? Sous le même nom, s'agit-il d'autre chose? Voilà, ce sont les questions qui sont méditées. Alors il y aura des tons différents d'écriture, puisque un fascicule, par exemple, ça sera la reprise d'un séminaire qui en fait n'a pas existé, puisque c'est un séminaire que j'aurais fait pendant des années. Petit à petit, il s'est constitué. Donc il y a un ton un peu comme ça de séminaire. Dans d'autres cas, ce sont des articles. Dans d'autres cas, ce sont des conférences. Et donc ça sera un objet un peu... Voilà, j'essaie de faire quelque chose qui soit un peu dans la forme. Et c'est peut-être aussi le moment de parler des livres que vous avez choisis, puisqu'on est sur les livres. Parce que c'est la coutume un tout petit peu de ces rencontres, avant de passer la parole au public, que les invités parlent d'un ou deux livres qui liés au sujet de la discussion et qui vous tiennent à cœur. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Il va finir, c'est mieux, non?
Moi, j'avais cherché des textes qui me semblaient contemporains de ceux dont nous pouvions parler. Alors, j'entends par contemporain, j'entends le cum latin, enfin, qui soit du même, qui aille avec. Même si, dans un cas, vous allez voir, il ne s'agit pas de quelque chose qui est historiquement du temps de Moholy. Donc, j'avais pensé. C'est une de mes questions. J'ai 2 minutes pour parler ou beaucoup. Ah bon. Parce que une de mes grandes questions, qui en fait, c'est comme ça que je suis venu à m'intéresser à, enfin, une des voies par lesquelles je suis venu à m'intéresser à Moholy il y a maintenant quand même pas mal de temps, c'était que j'avais une petite question d'allure anecdotique, et je crois que finalement elle l'est pas, qui était de savoir pourquoi Moholy n'est pas resté au Bauhaus, pourquoi il y est passé, il n'est pas au début, il n'est pas à la fin. Et pourquoi, en revanche, des peintres comme Paul Klee et Kandinsky ont fait pratiquement toute l'histoire. Voilà. Pourquoi, pour formuler les choses autrement, pourquoi le Bauhaus n'a pas retenu Moholy? Qu'est-ce qui se jouait, qu'est-ce qui s'est joué dans cette affaire? Et donc, évidemment, je pense que c'est très intéressant de mettre le trajet de Moholy et ses textes en rapport avec d'autres textes qui sont à la fois proches et qui probablement disent pas la même chose. Donc j'avais pensé au texte de Paul Klee. Donc par exemple les conférences que Paul Klee fait et qui sont reproduites au Bauhaus, qui sont reproduites en français sous ce titre Théorie de l'art moderne. Et puis j'avais pensé à des textes, à mon avis, il faut relire aujourd'hui, comme il faut relire Moholy. Et d'ailleurs, Moholy cite, c'est Frank Lloyd Wright. Donc, je pense en particulier, parce que ça peut se trouver donc en français, l'avenir de l'architecture et autres textes qui sont publiés dans ce volume, pour clarifier un petit peu toutes ces questions. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire, ces gens-là, quand ils disaient forme? Qu'est-ce qu'ils voulaient dire quand ils parlaient d'organicité ou d'organisation, l'organique, etc. Et aussi ce que nous traduisons grâce à Philippe avec ce mot de capacité, de quoi les producteurs sont-ils capables, disons, les producteurs humains sont-ils capables. Je crois que ces textes sont très intéressants aussi parce qu'ils sont peu ou prou tous des leçons de technicité. Voilà. Et puis l'autre livre auquel j'ai pensé, alors ça, Moholy ne pouvait pas le connaître parce qu'il aura été publié après sa mort, mais je pense qu'on peut faire le travail dans les deux sens, c'est-à-dire éclairer, si on peut, la notion de forme du côté des formes artistiques, des formes techniques, etc., mais aussi d'un côté auquel on ne pense pas assez et qui nous permet aussi qui nous permettrait de revenir sur la notion d'organe, d'organisation, d'organicité, etc. C'est donc un livre d'un scientifique qui s'appelait Adolphe Portman, et on vient de rééditer un livre, à mon avis, capital, qui s'intitule La forme animale, qui a été publié dans un premier temps dans les années 60. Et je dirais peut-être 3 choses rapidement sur ce livre. Le premier, c'est que c'est une écriture joyeuse de la science. Et le mot joie est employé par Portman lui-même, c'est un scientifique, donc qui écrit joyeusement de la science et qui fait de la biologie, mais selon des méthodes qui sont de l'ordre du macro. On n'est plus du tout, pas du tout habitué aujourd'hui à concevoir qu'il peut y avoir une approche, non pas dans l'infra, dans le microscopique, mais dans l'étude macro. Et la thèse du livre consiste à dire que les organismes vivants ne sont pas entièrement préoccupés ou destinés par leur programme à seulement vivre et à seulement se reproduire, et que justement quelque chose comme de la forme est pour eux extrêmement important. Donc il y a un travail de classification rigoureux, il y a un travail de vocabulaire, un travail conceptuel. C'est un livre absolument, bouleversant pour les habitudes de pensée.
Et je ne peux pas m'empêcher de penser que lorsque Sullivan écrit la fameuse phrase qu'il faudrait d'ailleurs remettre dans son contexte et retraduire de près, ou moi je traduis par de la forme suite de la fonction, etc. Quand Frank Lloyd Wright reprend ces termes-là, quand Molly reprend ces termes-là, évidemment ils ne connaissent pas l'ouvrage de Portman, mais ils sont foncièrement dans une compréhension de la forme qui est à mon avis compatible avec cet ouvrage théoriquement bouleversant. Philippe Simet. Oui. Bon, moi j'ai choisi un livre, il n'y en a qu'un, mais c'est un livre que j'adore absolument, qui m'enchante depuis des années et qui est une source d'inspiration à tous les niveaux. Parce que c'est un... Et bon, je vais en parler un petit peu, mais je pense que c'est dans le droit fil de la pensée de Moholy, mais bon, d'abord, ce que j'aime, c'est que c'est un beau livre. C'est un vrai livre avec un travail de maquette, de composition à l'intérieur. Vous allez le voir dans une seconde. Bon, voilà, et pas juste de texte et d'analyse. Il est ensuite très profond quant à son propos et très enthousiasmant, très dynamisant. Donc c'est The View from the Road, qui a été fait, on l'attribue principalement à Kevin Lynch, mais il y a aussi Donald Appleyard, qui était un auteur extrêmement intéressant, et puis John Mayer, qui a aussi contribué. Alors, de quoi parle ce livre, en fait ? Ce livre parle de l'expérience de la voiture aux États-Unis. Et le constat, et donc c'est un livre de 1964, le point de départ de Kevin Lynch, pour résumer, même s'ils sont plusieurs, c'est de dire, bon, voilà, la voiture est au cœur de notre existence, elle est au cœur de la vie en Californie, et pourtant, on ne l'a pas pensé dans sa dimension esthétique. Donc, il va s'intéresser au trajet qu'on peut faire en voiture, et notamment sur une autoroute, et montrer que ce trajet est un trajet qui a une dimension sensible et une dimension paysagère extrêmement forte. Et donc, comme chez Moholy, il y a la volonté de réconcilier la technologie ou la technique et le sensible. C'est-à-dire qu'il y a la volonté à la fois d'être pleinement contemporain et de reconnaître les transformations à la fois des modes de vie, mais aussi des infrastructures, et puis du territoire dans son ensemble, et de dire voilà ce qui est là, voilà ce qui à la fois caractérise notre manière d'être dans ce territoire, pour le meilleur et pour le pire, et essayons d'apporter une dimension qualitative à l'expérience de l'automobile. Donc ça, c'est déjà un premier point avec la pensée de Moholy. La deuxième chose, c'est que, bien évidemment, ce dont il va être question dans ce livre, c'est de la dynamisation de la vision. C'est la vision mobile. Le dernier livre de Moholy s'appelle Vision in Motion. Et donc, Moholy s'est beaucoup intéressé à la façon dont l'art dynamise les œuvres d'art, notamment le cinéma, dynamise la vision, mais pas seulement, aussi son modulateur espace-lumière, de quelle manière la vision est mise en mouvement, elle est stimulée, etc. Et c'est donc ça aussi qui est au cœur du livre. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un trajet en voiture ? Comment on voit les choses ? Et depuis notre... Alors je ne peux pas tout vous montrer, hein. Il faudra le... Ce que j'aime beaucoup, c'est que le livre commence, excusez-moi, je m'attarde un peu dessus, j'adore ce début-là. Kevin Lynch et ses amis vous disent, si vous voulez comprendre finalement ce que c'est que l'expérience de la voiture et de l'autoroute, il y a deux images, deux référents principaux. D'un côté, le temple japonais. On dit, ah bon, pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le temple japonais, vous avez des séquences, en fait. Quand vous rentrez, vous ne voyez pas directement le temple. C'est-à-dire que vous prenez un chemin où vous voyez quelque chose, et après vous tournez, vous voyez autre chose, et voilà, vous cheminez comme ça, et puis à un moment donné, vous arrivez devant le temple. Donc l'expérience de l'autoroute, c'est la même chose.
bien sûr, il y a beaucoup d'autoroutes aux États-Unis qui sont des immenses lignes droites, mais souvent ça serpente et voilà, on découvre les choses dans des séquences visuelles qui sont différentes. Donc voilà, on veut comprendre l'Amérique, on veut comprendre la Californie, regardons d'un côté les temples japonais, de l'autre côté les montagnes russes. Voilà. Et ces deux images, finalement, les montagnes russes avec la rapidité, l'accélération, le freinage, les mouvements corporels, c'est l'expérience de la voiture. Et donc voilà, ces deux référents vont structurer toute son analyse, et voilà, il va faire des tonnes de photographies, de séquences visuelles, de travail cartographique, pour essayer de venir requalifier cette expérience esthétique, mais quand je dis esthétique, c'est au sens expérience sensible du trajet en voiture sur l'autoroute et cette expérience du paysage. Et bien évidemment, quand vous êtes à la place du conducteur, vous n'avez pas le même type d'expérience et de vision que quand vous êtes à la place du passager où vous avez une vision latérale. Donc ça anticipe beaucoup ce qui est fait maintenant par l'histoire des mobilités, qui est un des courants de l'historiographie contemporaine. Le dernier lien avec Moholy, et c'est peut-être avec celui-là que j'aurais dû commencer, c'est que au départ, au MIT et sur ce projet-là, enfin l'avant-projet de ce bouquin, il y avait Georg Kepes, Georges Kepes, K-E-P-E-S, et Kepes, c'est l'assistant de Moholy. C'est à la fois l'ami et l'assistant de Moholy, qui était là au Bauhaus à Chicago, au Bauhaus en Allemagne, qui l'a bien sûr accompagné au Bauhaus de Chicago, et qui après a repris toute cette réflexion sur la dynamisation de la vision, sur la place des images dans le monde contemporain. Donc il a écrit beaucoup de livres, et c'est un photographe, c'est un très grand photographe, Georg Kepes. Je vous invite à regarder ses photos, c'est vraiment un grand artiste. Et il était enseignant à MIT. Donc il a commencé à bosser avec Kevin Lynch et Appleyard, et puis finalement, il a lâché l'affaire en route, mais il était quand même là à la naissance, ou à la préhistoire, disons, de ce livre. Donc il y a un lien quand même direct entre la pensée de Moholy et ce travail-là, quoi. Voilà, donc je vous invite à le regarder. C'est vraiment un livre magnifique et enthousiasmant. 1964. Moi, je trouve qu'il y aurait... ça serait magnifique si on pouvait traduire davantage de livres dans leur... comme ce que vous allez faire avec du matériau à l'architecture, dans leur maquette originale. Voilà, s'il y a des éditeurs dans la salle, il y a aussi Vision in Motion de Moholy Nagy, il y a peinture, photographie, film dans l'édition originale, il y a The View from the Road, voilà, tout un programme. Et puis, je ne sais pas si Pierre Damien, tu as envie de rebondir ou... Peut-être qu'on peut passer la parole à la salle. Peut-être des questions ou des remarques. Non. N'ayez pas peur, hein. Moholy n'est plus là, il était... Oui. Vous avez évoqué qu'il n'a fait qu'un court séjour au Bauhaus, qu'il n'est pas là au début ni à la fin. C'était quoi la raison? C'est Pierre Damien. Non, vas-y. Non, tu connais mieux l'histoire que moi, je pense que... Non, il est arrivé à la demande de Gropius, et il a été un peu... en tout cas, son arrivée à l'école a été... pour rester sur les... Pierre Damien aura beaucoup de choses à dire du point de vue philosophique, hein, mais du point de vue historique... donc son arrivée a été tout de même un peu mouvementée, parce qu'il n'était pas apprécié par l'ensemble des enseignants. Et puis il est parti en même temps que Gropius quand il y a eu un changement de direction. Il était vraiment lié à la vision de l'école
que défendait Gropius, et donc il a démissionné en même temps que lui, quoi. Donc oui, c'est un court moment en fait. Aussi, en termes de date, Molinage arrive en 1923 et c'est un moment un peu charnière au Bauhaus parce que, enfin, en tout cas, quand on enseigne cette période, on dit qu'on passe d'une première période du Bauhaus qui dure de 19 à 23, qui est sous le signe de l'union entre l'art et l'artisanat, donc une espèce de retour médiéval, enfin à l'idée d'atelier, d'artisanat, etc. Et l'arrivée de Moholy, qui témoigne aussi d'un changement dans la position de Gropius, et va davantage ouvrir une nouvelle période qui va être sous le signe d'un thème cher à Pierre Damien, qui est art et industrie, une nouvelle unité. C'est le slogan. Et ça va durer de 23 à 28. Et en 28, Gropius démissionne et Moholy aussi. Je ne sais pas si tu veux rebondir. Moi, je pense, enfin, j'ai mis dans mon livre sur le Bauhaus que Moholy est un facteur de tension au Bauhaus. Mais je pense qu'il faut prendre cette expression positivement. Et justement, c'est la capacité des institutions, par exemple le Bauhaus, mais pas seulement, à supporter des tensions créatives, etc. C'est quand même parce que le Bauhaus a su être une institution en tension qu'il nous reste dans la mémoire comme il nous reste dans la mémoire. Et je pense que Moholy aura été le facteur de tension manifeste, quoi, du Bauhaus. Ouais. Oui, je me demandais, j'ai lu ce que vous avez écrit sur le transbordeur de Marseille et donc sur ce qu'il a, sur le film que Moholy a fait sur cet objet architectural. Une simple curiosité, j'aurais voulu savoir s'il y avait d'autres objets architecturaux que vous pourriez évoquer qui ont aussi exercé un attrait pour lui ou qui ont été d'un grand intérêt pour lui. Est-ce qu'il y a d'autres objets sur lesquels il se soit aussi investi en tant que photographe, cinéaste, et en même temps qui reflète un peu sa conception de l'architecture? Alors, c'est une bonne question. Je ne pourrais pas y répondre, en fait, parce que j'ai pas exactement tout en tête, donc je ne veux pas faire une réponse qui donne l'impression que je sais, alors que là, en fait, j'ai une sorte de flottement. Il a photographié beaucoup d'édifices, en fait, comme tous les représentants de la nouvelle vision. Je veux dire, l'architecture a été finalement un des objets privilégiés de ce courant photographique, notamment avec des vues en plongée ou en contre-plongée parfois, mais et surtout l'architecture de fer. Hein, mais il n'est pas le seul. Bon, Germaine Krull a fait un livre magnifique qui s'appelle Métal, où Joris Ivens aussi a filmé des ponts. Enfin, bon, la caméra passe à travers la structure du fer. Et c'est vrai que c'était ce type de bâtiment de construction en fer qui a retenu vraiment l'attention de l'époque, puisque Gideon, dont on parlait tout à l'heure, il a écrit Construire en fer, construire en France, construire en fer, construire en béton, mais il s'intéressait beaucoup à ça. Et Walter Benjamin, en lisant le bouquin de Gideon, il a eu son idée d'inconscient optique, disant, mais avec cette idée du regard qui passe à travers le fer, ces jeux de transparence, d'espace qui s'interpénètrent les uns les autres. Donc ça a retenu vraiment ce type d'architecture, a retenu l'attention à la fois des photographes, mais aussi des théoriciens de la photographie ou de l'art comme Benjamin. Après, le pont transborder, c'est quand même un cas particulier. Hein. Il y a un livre que vous connaissez peut-être qui s'appelle Le pont transborder et la photographie moderniste, il me semble que c'est ça. C'est qui est un livre uniquement consacré aux photos du pont transborder, où on s'aperçoit que au même moment, vraiment tout le monde, tous les grands photographes de l'époque sont venus le photographier. Le seul cas, c'est marrant parce que c'est vraiment à 1 minute de chez moi, c'est le pont de l'Ourcq,
sur le canal de l'Ourcq, il y a un pont qui se lève avec des roues comme ça. Bon. Et je me suis aperçu que, en fait, ce pont avait, Brassailles l'a photographié, Kertész l'a photographié, Germaine Krull l'a photographié, Prévert a écrit dessus. Enfin, il faut dire, c'est un pont qui ça n'a rien à voir en termes de notoriété entre le pont transborder de Marseille et le mini-pont qui sépare le canal de l'Ourcq. C'est un tout petit pont de rien du tout, mais en fait, il a vraiment cristallisé l'attention de beaucoup de photographes. Après, non, il n'y a pas d'autres... à ma connaissance, dans l'œuvre de Moholy, il n'y a pas d'autres bâtiments ou d'autres constructions qui aient autant retenu son attention, puisque finalement il a fait plusieurs choses à Marseille. Il a fait son film Marseille Vieux-Port. En 28, là, ça reste quand même quelque chose qui a été très, très important pour lui. Et c'est un film qui est totalement contemporain au livre, d'ailleurs. Oui, qui est assez intéressant parce qu'il a une facture très documentaire. Oui. Et donc, on s'attend pas vraiment à... Enfin, il y a une sorte de mélange des régimes d'images entre des régimes... Enfin, un régime qui viendrait de la nouvelle vision et qui a une tendance à l'abstraction, puisque finalement, quand on regarde les photographies du Bauhaus, à un moment donné, ça peut s'apparenter à simplement un triangle, un rond, etc. Et l'objet, dans sa physicalité et sa dimension naturelle, s'efface au profit de la forme géométrique. C'est-à-dire qu'on ne voit plus la pomme, on ne voit plus que le cercle. Donc Moholy a fait des photos comme ça, et c'est vrai que, c'est ce que j'ai écrit dans cet article là sur la photographie du pont transborder. On peut la voir comme une photographie 100% nouvelle vision, où finalement on voit plus que des formes géométriques, etc. Et puis on peut voir ça aussi comme un retour de la référence. Non, en fait, on voit bien un bateau, on voit bien un pont, on voit bien la mer. Et à ce titre, le Marseille Vieux-Port, c'est un film très troublant parce qu'il a cette dimension assez réaliste dans le documentaire et l'évocation du quotidien et de la pauvreté aux abords du port marseillais. Ce qui confirme aussi le fait que Moholy-Nagy n'est pas quelqu'un qui n'est pas du tout, qui est une chose que vous avez dit tous les deux, que Moholy-Nagy n'est pas du tout dans une conception de l'autonomie de l'art, mais que vraiment ce qui est au cœur de son questionnement, c'est l'homme. Ouais. Donc c'est la vision de l'homme, c'est la perception de l'homme, mais c'est aussi l'homme dans son expérience de la vie. Ouais. Je pense que dans le film, en l'occurrence, c'est très... C'est quelque chose qui est constant dans son œuvre et qui, à mon avis, n'a pas été perçu au départ, parce qu'on parlait tout à l'heure de Moholy au Bauhaus et des oppositions et des tensions que ça avait pu créer, et notamment il y a eu des tensions. On a eu l'impression qu'il y avait une opposition hyper forte entre Jonas Itten et lui, entre l'un qui était expressionniste, fan du masdéisme dans des trucs mystico-mystiques, et Moholy qui était une sorte de nerd aujourd'hui obsédé par les nouvelles technologies, etc. Alors qu'en réalité, en termes de pédagogie, en termes d'expérience et de conception de ce qu'est un élève et de ce que c'est que l'épanouissement de l'individu, il y a beaucoup de points communs entre les deux, en fait. Donc on a beaucoup vu les oppositions, et Moholy en a joué aussi, et ça lui a permis de défendre tout ce qu'il voulait défendre. Mais il y avait aussi plein de points communs, et notamment cette vision centrée sur l'homme et sur son épanouissement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Le micro arrive. Justement de la position de Moholy vis-à-vis du Bauhaus. Est-ce que vous pourriez, moi je connais mal sa biographie, pourquoi il avait cette position ? Il était hongrois, il est né en 1895, quelle formation il a eue, et en très très gros, je connais mal sa biographie. Je pense que ça nous éclairerait un peu. Alors ça va commencer parce que je ne me rappelle plus sa date de naissance. Mais en fait, c'est assez mal connu. Il y a peu de gens qui ont écrit, malheureusement, qui ont écrit dessus, parce que
Comme vous le savez très certainement, le hongrois est une langue très difficile. Et donc, toutes les années de jeunesse de Moholy en Hongrie, en fait, n'ont été documentées que par les historiens, enfin, en l'occurrence des historiennes d'art hongroises. Et donc, qui ont pu parler de sa jeunesse. Donc, au début, il a commencé par faire des dessins, il ne faisait pas de photos, et puis après, il s'est rapproché des artistes qu'on peut appeler au sens large constructivistes en Hongrie, et notamment autour de Lajos Kashák. C'est un mouvement qui s'appelait l'activisme, et donc il était proche de Kashák, et là, il s'est formé à tout ce nouveau langage visuel dans la peinture et un peu dans la photographie, mais c'est pas passé par ce courant-là, c'est passé par quelqu'un d'autre qui s'appelle Ivan Evesi, et qui était une sorte de mentor pour lui, qui est un très grand photographe hongrois et un des principaux historiens de l'art et de la photographie hongroise, et qui malheureusement est mal connu. Ils ont entretenu une correspondance un certain nombre d'années. Bon, et à un moment donné, Moholy a décidé de venir en Allemagne. Et donc, peut-être la réponse la plus intéressante que je pourrais vous proposer aujourd'hui, c'est que le trajet de Moholy, il est représentatif, en fait, de toute une génération de Hongrois qui, pour des raisons linguistiques, en fait, c'est-à-dire que le hongrois est une langue, c'est mon hypothèse, hein, c'est-à-dire que quand vous regardez, ça a l'air un peu puéril de dire les choses comme ça, mais si vous faites le ratio des photographes connus et des Hongrois, en fait, vous apercevez que, en fait, parmi tous les photographes les plus connus, il y a beaucoup de Hongrois. Bon, la plupart du temps, on ne savent pas qu'ils sont Hongrois, parce qu'ils sont partis dans d'autres pays, ils ont fait toute leur carrière dans d'autres pays. Bon, ils ont changé de nom, donc on ne sait même pas qu'ils étaient Hongrois au départ. Et c'est le cas aussi des producteurs d'Hollywood. C'est le cas aussi de beaucoup de plasticiens. Bon. Mon hypothèse, c'est que, en fait, dans la mesure où le hongrois est une langue finno-ougrienne qui n'a absolument aucun rapport avec le reste des langues européennes, les Hongrois ont toujours vécu dans ce sentiment d'isolement et d'insularité culturelle et de menace de la disparition de leur propre identité. Et donc je crois que au moment où les avant-gardes se sont développées en Europe, les Hongrois ont vu finalement dans le langage de la visualité, que ce soit sous la forme de la peinture, que de la photographie ou du cinéma, finalement la possibilité de communiquer avec le reste du monde. Et donc je crois que Moholy, comme beaucoup d'autres artistes, est venu en Allemagne et a eu cette première forme d'inscription dans les avant-gardes, entre guillemets, constructivistes, parce qu'il y avait l'idée que là, il y avait une grammaire visuelle qui pouvait être partagée par tout le monde, pour le dire de façon hyper réductrice, qu'en gros, ces ronds et ces triangles, finalement, tous les pays du monde et ces carrés qu'on allait agencer les uns avec les autres, tous ces pays du monde allaient pouvoir les partager au-delà des mots, hein, à travers un langage qui serait purement visuel, et que c'était finalement pour lui, pour sa génération et pour bien quelques autres Hongrois ultérieurement, mais c'était la possibilité de communiquer avec le reste du monde. Donc il est venu très rapidement en Allemagne dans des conditions assez précaires. Il était très pauvre, il avait peu de ressources, il avait peu de contacts, et il s'est servi en gros de la Magyar Connection qu'il avait à sa disposition pour nouer des contacts. Et moi, je suis très sensible au parcours biographique des immigrés, et notamment des Hongrois, étant moi-même d'origine hongroise. Et on voit que le reste de sa vie, il a fait la même chose pour beaucoup de ses compatriotes.
C'est-à-dire qu'il les a fait venir, il les a mis en relation avec d'autres gens. Voilà, György Képes, Eva Besnieux, qui a fait toute sa carrière, Atacando, qui ont fait leur carrière de photographe aux Pays-Bas. Enfin voilà, il a recréé comme ça des réseaux, voilà, des réseaux entre Hongrois et entre différents pays, quoi. Mais donc, quand il est venu, il était assez seul. Je disais que c'était quelqu'un qui avait une volonté incroyable, c'est-à-dire qu'il avait des idéaux auxquels il tenait très fermement. Il avait des convictions assez inébranlables, qui étaient très généreuses, mais inébranlables. Et si vous lisez la biographie qui est faite par sa seconde épouse, Sibyl Molinacz, qui s'appelle Molinacz Experiment in Totality, elle parle comme ça des moments où il discutait avec les autres et où les autres doutaient finalement de la capacité de l'artiste à dire quelque chose du monde contemporain. Et on voyait qu'il était très ébranlé par le doute de ses collègues, des doutes qu'on pouvait avoir sur lui-même, mais que les autres pouvaient avoir sur eux-mêmes, et c'était quelqu'un qui voulait vraiment batailler pour défendre ce en quoi il croyait, quoi. Mais en tout cas, voilà, quand il arrivait en Allemagne, c'était dans des conditions de grande précarité. C'est pour rajouter un peu à Madame, en fait, c'est Koschek qui a regroupé tous ces artistes-là. Ouais, moi, je suis hongroise, c'est pour ça que je rajoute ça. Et je vais faire une expo là-dessus à l'Institut hongrois. Donc, si ça vous intéresse, ça commence le 5 juin sur les revuements et Koschek et toutes les relations internationales, justement, entre les cercles d'avant-gardistes, activistes en Hongrie, avec des étrangers, notamment avec Vienne et Berlin. En fait, c'est par le biais de Koschek que tous les autres artistes, ils étaient un peu lancés dans des avant-gardes, disons, de l'Europe de l'Est. La première version de Dynamique der Großstadt, avant, elle est parue après dans une revue importante qui s'appelle Film Courir, et puis après dans Peinture, Photographie, Film. Mais la première version, et donc sans photo, uniquement avec des dessins, c'est dans Ma. La première, ouais. Et bien sûr, il s'est beaucoup appuyé. Je suis tout à fait d'accord de ce que vous avez dit. En fait, la typographie, c'était vraiment quelque chose de très important au début, qui a lancé tous ces artistes, justement, sans parole, en fait. Le livre des nouveaux artistes, c'est avec Kachak, le premier bouquin de Molly. Vous auriez l'exemplaire original. On pourra le voir. Ouais. Ah, super. C'est quand alors? Ça commence le 5 juin. Super. C'est une très bonne nouvelle. D'autres questions? Oui, bonjour, je me présente, je suis le traducteur. Alors, nous avons enfin l'occasion de nous rencontrer, ce projet interminable. Je ne suis pas du tout là pour parler de la traduction. Ah si, allez-y. Non, enfin, si j'avais une question par rapport à la difficulté du texte, je me suis demandé, puisqu'il était professeur, comment ça se passait, son enseignement. Parce qu'on voit manifestement qu'il a des problèmes avec l'allemand. Alors j'ai eu du mal, parce que je traduis aussi le hongrois, je me suis demandé où étaient les hongarismes, mais comme c'est un texte qui a été retravaillé, on ne les repère pas. On ne les repère pas vraiment. Ah ouais. Et puis il y a la complexité de sa pensée, bien sûr, aussi, qui est là, qu'il a peut-être du mal à exprimer de façon claire, mais qu'il veut exprimer de façon précise, évidemment. Et alors je me suis demandé comment ça passait, ce texte, Enfin, ce n'était pas le texte qu'il donnait, ses cours, oui. Et quel était l'accueil, et comment il était reçu, perçu par ses étudiants, etc. Enfin, je me suis posé cette question en traduisant. Je me dis que ça ne devait pas être évident pour lui. Non, je pense que les cours devaient être dans un allemand assez approximatif, ouais. Puisque le livre, c'est ce que... Bon, mais c'est intéressant là, que vous mentionniez, que vous traduisez aussi... le hongrois, parce qu'en fait, la difficulté, c'est qu'il a été réécrit par sa femme, qui, elle, ne parlait pas hongrois. Donc ça a été écrit par un hongrois dans un allemand approximatif, réécrit par une allemande. Donc c'est dommage pour vous, parce que s'il avait été écrit directement par un hongrois dans un allemand approximatif, peut-être que ça aurait été
Ce qui est dommage, c'est qu'on ne pouvait pas lui demander. On ne peut pas lui demander. Là, ça aurait été la solution. Alors, je ne sais pas comment... Enfin, voilà, très certainement, les cours devaient être dans un allemand très approximatif, mais ce qu'on sait, c'est que dès qu'il a commencé à enseigner au Bauhaus, après les nombreuses réticences et résistances qu'on a pu lui opposer à son arrivée, Moholy a été adulé en fait par ses étudiants et on a dit de lui que c'était un pédagogue né. C'était quelqu'un qui avait dans le fond une sorte de ferveur et de charisme absolument incroyable et donc qui palliait les difficultés linguistiques, passait à l'arrière-plan parce que son enthousiasme était tellement grand et sa capacité à dynamiser finalement et à encourager en permanence les étudiants, à mon avis, prenaient le pas. Comme type d'enseignant, c'est très clairement quelqu'un qui... moi j'aime bien cette définition du mépris par Spinoza, qui consiste à dire le mépris, ça consiste à voir plutôt ce qu'il n'y a pas que ce qu'il y a. Plutôt commencer par voir ce qu'il n'y a pas. Spinoza dit ça mieux que moi, excusez-moi, ma lecture de l'éthique remonte est un peu lointaine. Mais Moholy, c'est clairement ce type d'enseignant. C'est quelqu'un qui montre ce qu'il y a de possible plutôt que de dire ce qui ne va pas ou ce qu'il n'y a pas, quoi. Donc on imagine très bien comment il arrivait à galvaniser ses étudiants et à les emmener dans sa vision très, très, très expérimentale et néanmoins très structurée et cohérente. Mais bon, dans la pratique, je suppose qu'il y avait une part d'expérimentation. Mais ce gars-là, où est-ce qu'il veut nous emmener Et puis il devait se dire, bon, c'est pas grave, on y va, parce que bon, la route a l'air d'être quand même assez intéressante. Mais j'ai cherché beaucoup de choses, des témoignages sur les modalités d'enseignement, sur comment se passait très concrètement, ce que pouvaient dire ses étudiants de lui, et j'ai pas vu grand-chose, sinon des louanges sur sa vocation pédagogique. Merci. Voilà. J'avais Merci peut-être juste une autre remarque concernant la Hongrie. C'est aussi un petit peu historique. Hein. Tout simplement, la Première Guerre mondiale, ça a été quand même une rupture majeure pour le pays. Et c'est cette capitale vibrante, bouillonnante qui était Budapest avant la Première Guerre mondiale et qui a donné naissance à tous ces mouvements, à tous ces artistes, parce que c'est la même chose en musique, enfin il y a plein de domaines. Ça s'est un petit peu ralenti quand même. Et c'est devenu un pays petit dans lequel... Post-Trianon, vous oui, dire. Petit, dans lequel on ne pouvait pas... Il y a un autre produit d'exportation, c'est les chefs d'orchestre. Il y en a une quantité énorme, parce qu'on ne pouvait pas vivre de ces métiers-là dans un pays aussi petit. Donc absolument. Mais je pense que vous avez raison, hein, mais je pense qu'à la fois la question linguistique et la redéfinition des frontières de la Hongrie sont deux éléments majeurs qui permettent de comprendre pourquoi les Hongrois ont massivement immigré. Bon, mais je reste quand même attaché, mais c'est pareil pour la musique, sur le fait que ça passe pas. C'est-à-dire que finalement, il y a énormément de photographes, de réalisateurs, de chefs d'orchestre qu'on connaît, mais qui connaît Attila József, qui est le grand poète hongrois. Personne ne le connaît, parce que c'est juste... Personne ne l'a traduit. Le gars est complètement inconnu, mais c'est une sorte de mélange entre Lamartine et Victor Hugo. C'est une sorte de référence absolument incontournable. Il y a des traductions, mais... Maintenant, il y en a, oui. Maintenant, il y en a. Oui. Puis maintenant, les Hongrois sont bien traduits. Hein, oui, mais la poésie, quand même, c'est... Mais je veux dire, il y a... Dans les années 70, les années 80, je veux dire, personne ne connaissait les très grands poètes hongrois, alors qu'on connaissait les Tchèques, on connaissait les Polonais. Donc la question de l'isolement par la langue, à mon avis, a conduit beaucoup d'artistes à se tourner vers d'autres formes d'expression.
Bon, c'est une hypothèse. Hein. C'est comme ça qu'on a eu Brassailles et tous les autres. Tant, Ah mieux, ouais. tant mieux pour nous. Ouais. Tant mieux pour nous. Merci. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, est-ce qu'il ne faut pas aussi inscrire ça dans une Europe de la circulation, en tout cas avant la guerre et pendant, où les frontières étaient beaucoup moins strictes, n'existaient pas, et où justement l'art était, comme tu l'as dit d'ailleurs, la promesse d'un langage universel. Pas seulement pour les gens, moi je connais bien le contexte russe, mais et là c'est pareil, ça circule énormément, et c'est pas uniquement parce que là pour le coup on peut pas donner l'argument de la langue faible, et c'est simplement parce que effectivement l'art devient comme la promesse l'art abstrait en particulier, comme la promesse d'un nouveau langage universel, et qu'on retrouve dans les travaux de donc une nouvelle vision ou une nouvelle, comme dirait Moholy-Nagy, organisation des émotions, qui est universelle. Si, bien sûr, mais c'est la première chose c'est la première chose qu'il faut dire. C'est vraiment pas spécifique aux Hongrois. Et il y a eu de tels transferts culturels dans toute l'Europe. Et bon, il y a eu une série de catalogues d'expositions, de catalogues d'expositions magnifiques au Centre Pompidou sur les Paris, Moscou, Paris, Berlin. Bien évidemment, il y a eu toutes ces circulations. Non, mais là, c'est moi qui veux replacer les choses du point de vue de la Hongrie et des spécificités de la Hongrie. Hein, mais bien évidemment, cette circulation a d'autres motifs. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pour l'un ou l'autre des invités. Sinon, on peut peut-être laisser la parole à Sandrine Trousseau pour présenter la prochaine rencontre. Oui, la prochaine conversation aura lieu le 19 juin et elle s'appuiera sur le livre de Jean-Michel Legnon, Droit de cité pour le patrimoine. Il aura près de lui Yves Dauge, ancien maire de Chinon, et Jean Lebrun animera ce débat. Voilà, donc bienvenue à la prochaine conversation. Et merci. Et entre-temps, profitez des super fonds de la bibliothèque qui est en accès libre. Et puis donc, on remercie très chaleureusement Pierre-Damien Huyghe et Philippe Simet